13 hommes blancs disparurent dans les eaux noires du Bayou Cypress en une seule nuit de juillet 1869. Leurs corps furent retrouvés 3 jours plus tard, entrelacés comme des racines d'arbres morts, flottant près de l'ancien embarcadère de la plantation Greystone. Chacun portait encore sa cagoule blanche, désormais translucide et collée contre des visages gonflés par l'eau stagnante. Dans la poche du meneur, on découvrit un morceau de papier détrempé sur lequel était écrit un seul nom, Elijah. Avant de poursuivre cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Nous voulons savoir où se trouvent ceux qui aiment les mystères les plus sombres de l'histoire américaine. Les autorités du comté de Tallahatchie classèrent l'affaire comme un accident tragique, une noyade collective lors d'une cérémonie nocturne qui aurait mal tourné. Mais dans les cabanes délabrées où vivaient encore les anciens esclaves, on murmurait un tout autre récit. Un récit qui parlait de vengeance, de justice rendue dans l'obscurité des marécages, et d'un homme que personne n'avait jamais vraiment vu, mais que tous connaissaient sous le nom d'Elijah l'Ombre. L'été de 1869 fut particulièrement étouffant dans le delta du Mississippi. 4 années s'étaient écoulées depuis la fin de la guerre de sécession. 4 années durant lesquelles le Sud vaincu tentait de se reconstruire tout en résistant farouchement aux changements imposés par la reconstruction. Dans le comté de Tallahatchie, comme partout ailleurs dans cet État profondément meurtri, la liberté promise aux anciens esclaves n'était qu'une illusion juridique, un mot inscrit sur du papier qui ne changeait rien à la réalité quotidienne de la terreur et de l'oppression. La région était dominée par d'immenses plantations de coton qui s'étendaient à perte de vue, leurs champs blancs ondulant sous le soleil implacable comme une mer figée. Entre ces étendues cultivées serpentaient des bayous sombres et impénétrables, des bras d'eau stagnantes encombrés de cyprès chauves dont les racines aériennes formaient des cathédrales naturelles inquiétantes. Ces marécages avaient toujours été des lieux de mystère, des endroits où même les hommes les plus endurcis hésitaient à s'aventurer après la tombée de la nuit. L'eau y était noire comme de l'encre, épaisse de vase et de matière organique en décomposition. Des brumes épaisses montaient chaque soir de ces eaux dormantes, enveloppant les environs d'une atmosphère oppressante qui semblait absorber tous les sons. La plantation Greystone avait été l'une des plus prospères du comté avant la guerre. Propriété de la famille Caldwell depuis 3 générations, elle s'étendait sur plus de 2000 hectares et avait compté jusqu'à 300 esclaves dans les années précédant l'abolition. Le manoir principal, une imposante demeure de style néo-grec avec ses colonnes blanches caractéristiques, trônait au sommet d'une légère élévation, dominant les champs et les quartiers des esclaves qui s'étendaient vers le sud, en direction du Bayou Cypress. Jeremiah Caldwell, qui avait hérité de la plantation à la mort de son père en 1863, était un homme dans la quarantaine, au visage dur et aux yeux froids, d'un bleu délavé. La défaite de la Confédération l'avait profondément marqué, non pas sur le plan moral, mais sur le plan économique et émotionnel. Pour lui, comme pour beaucoup de planteurs du Sud, l'abolition de l'esclavage représentait non seulement la perte d'un système économique, mais aussi l'effondrement d'un ordre social qu'il considérait comme naturel et divinement ordonné. Il voyait dans chaque homme noir un ancien bien qu'on lui avait volé, un capital qui lui revenait de droit. Après la guerre, Caldwell avait rapidement mis en place un système de métaillage qui reproduisait dans les faits les conditions de l'esclavage. Les anciens esclaves de Greystone, n'ayant nulle part où aller et aucun moyen de subsistance, avaient été contraints de signer des contrats qui les liaient à la terre pour des dettes qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Ils travaillaient les mêmes champs qu'avant, habitaient les mêmes cabanes délabrées, recevaient à peine de quoi survivre. La seule différence était qu'on ne les appelait plus esclaves, mais métayers. Un changement de vocabulaire qui ne trompait personne. La violence était omniprésente. Les anciens maîtres d'esclaves, dépossédés de leur pouvoir absolu, cherchaient à maintenir leur domination par la terreur. Dans tout le Sud, des organisations secrètes se formaient, partageant toutes le même objectif,
empêcher les Noirs d'exercer leurs nouveaux droits et les maintenir dans un état de soumission par la peur. Le Ku Klux Klan, fondé à Pulaski dans le Tennessee en 1865, s'était rapidement répandu dans tout le Sud comme une traînée de poudre. Dans le comté de Tallahatchie, la branche locale s'était formée au début de l'année 1868 et elle comptait parmi ses membres les planteurs les plus influents de la région, y compris Jeremiah Caldwell lui-même. Les activités du clan dans le comté suivaient un schéma désormais familier dans tout le Sud. Des hommes masqués, vêtus de longues robes blanches et de cagoules pointues, chevauchaient à la nuit vers les cabanes des Noirs qui avaient osé défier l'ordre établi. Ceux qui avaient tenté de voter, ceux qui avaient refusé de signer des contrats de métayage jugés défavorables, ceux qui avaient simplement regardé un homme blanc dans les yeux sans baisser le regard. Les châtiments variaient selon la gravité perçue de l'offense. Flagellation publique, incendie de maison, mutilation et dans les cas les plus graves, lynchage qui laissait des corps pendus aux arbres comme des avertissements macabres. Le quartier des anciens esclaves de Greystone se composait d'une trentaine de cabanes en bois brut, disposées en 2 rangées parallèles, le long d'un chemin de terre poussiéreux. Ces constructions rudimentaires, aux planches disjointes laissant passer le vent et la pluie, n'avaient pas été entretenues depuis des années. Les toits de bardeaux fuyaient, les sols de terre battus devenaient boueux à la moindre averse. Dans chacune de ces habitations s'entassaient des familles entières, parfois 8 ou 10 personnes dans un espace à peine suffisant pour 4. La chaleur y était étouffante l'été, le froid pénétrant l'hiver. Une odeur constante de fumée de bois, de sueur et de pauvreté imprégnait l'air. La vie quotidienne des métayers de Greystone était réglée avec une précision militaire. Le réveil sonnait avant l'aube, quand le ciel était encore noir et que seuls les premiers chants d'oiseaux perçaient le silence. Les hommes, les femmes et même les enfants de plus de 10 ans se dirigeaient vers les champs, portant leurs outils rudimentaires, ou, râteaux, paniers pour la récolte. Le travail durait jusqu'au coucher du soleil, avec une seule pause à midi pour un repas frugal, composé généralement de pain de maïs et de graisse de porc rance. Les surveillants blancs, armés de fusils et de fouets, patrouillaient constamment entre les rangées de coton, guettant le moindre signe de paresse ou de désobéissance. Le soir, les métayers rentraient dans leurs cabanes, leur corps brisé par 14 heures de labeur sous le soleil impitoyable. Les femmes préparaient un dîner sommaire avec les maigres rations distribuées par l'économe de la plantation. Du maïs, des haricots, parfois un morceau de viande salée. Les enfants, épuisés, s'endormaient souvent avant d'avoir fini leur assiette. Les adultes restaient éveillés un peu plus longtemps, murmurant dans l'obscurité, partageant les nouvelles et les rumeurs qui circulaient d'une cabane à l'autre. C'était dans ces moments de repos volé, quand la nuit enveloppait le quartier et que seules les lucioles apportaient un peu de lumière, que l'on parlait d'Elijah. Personne ne savait exactement d'où il venait, ni depuis combien de temps il était là. Certains affirmaient qu'il avait toujours fait partie de la plantation, qu'il avait été acheté enfant dans les années 1840 et qu'il travaillait aux champs depuis lors. D'autres racontaient qu'il était arrivé juste avant la guerre, vendu par un planteur de Louisiane qui voulait se débarrasser d'un esclave jugé trop dangereux. Il y avait même ceux qui prétendaient qu'Elijah n'existait pas vraiment, qu'il était plutôt une légende collective, un espoir incarné dans un nom murmuré dans l'obscurité. Mais pour ceux qui l'avaient vraiment connu, Elijah était bien réel. C'était un homme grand et mince, avec une musculature sèche, sculptée par des années de travail forcé. Sa peau était d'un noir profond, presque bleuté à la lumière du jour. Son visage était anguleux, avec des pommettes hautes et des yeux qui semblaient voir plus loin que la simple surface des choses. Il devait avoir environ 40 ans en 1869, bien que personne ne connaisse sa date de naissance exacte. Les esclaves ne conservaient pas de registre précis de leur naissance, et les maîtres s'en souciaient rarement. Ce qui distinguait Elijah des autres métayers de Greystone n'était pas son apparence physique, mais quelque chose de plus subtil et de plus inquiétant.
Il possédait une sorte d'aura, une présence qui faisait que les gens se taisaient quand il approchait. Il parlait peu, presque jamais en fait, communiquant principalement par des regards et des gestes économes. Quand il travaillait au champ, ses mouvements étaient précis et efficaces, comme s'il économisait chaque once d'énergie pour un usage futur non spécifié. Les surveillants blancs évitaient généralement de le provoquer, non pas par respect, mais par un malaise instinctif qu'ils ne pouvaient expliquer. Les autres métayers le respectaient et le craignaient à la fois. Ils venaient le voir dans sa cabane isolée, située un peu à l'écart des autres, près de la lisière du bayou, quand ils avaient besoin de conseils ou d'aide pour des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Elijah connaissait les plantes médicinales des marécages, savait traiter les blessures et les maladies avec des remèdes que sa mère, disait-on, lui avait enseignés dans son enfance. Il savait aussi lire et écrire, compétence rarissime et dangereuse pour un homme noir dans le sud de cette époque. Comment avait-il acquis cette éducation? Personne ne le savait avec certitude. Certains murmuraient qu'un ancien maître plus libéral lui avait donné des leçons en secret, d'autres qu'il avait appris seul en observant et en dérobant des livres. La réputation d'Elijah s'étendait au-delà des limites de Greystone. Dans les plantations voisines, on parlait de lui comme d'un homme qui aidait les autres à s'échapper vers le nord, bien que personne n'ait jamais pu le prouver. Il circulait des histoires étranges à son sujet. Il aurait sauvé un enfant de la noyade dans le bayou en plongeant dans des eaux infestées d'alligators. Il aurait soigné une femme mourante d'une fièvre que tous les médecins avaient déclarée incurable. Il aurait même confronté un surveillant blanc qui battait un vieil homme, le fixant simplement du regard jusqu'à ce que le surveillant, inexplicablement, laisse tomber son fouet et s'éloigne. Mais c'était son surnom, l'ombre, qui révélait le mieux sa nature singulière. On l'appelait ainsi parce qu'il semblait capable de se déplacer sans être vu ni entendu. Dans les champs, il pouvait être à un endroit et soudain apparaître à un autre sans qu'on l'ait vu bouger. La nuit, il se fondait dans l'obscurité des marécages avec une aisance qui défiait l'entendement. Certains disaient qu'il connaissait chaque sentier, chaque passage secret dans les bayous, qu'il pouvait traverser des étendues d'eau et de vases impénétrables pour tout autre. Les surveillants qui avaient tenté de le suivre pendant ses déplacements nocturnes s'étaient invariablement perdus, tournant en rond pendant des heures avant de retrouver leur chemin par hasard, terrifiés et humiliés. Cette capacité à disparaître et à réapparaître à volonté était devenue légendaire parmi les métayers. Pour eux, Elijah représentait quelque chose de plus qu'un simple homme. Il incarnait une forme de résistance silencieuse, une promesse que malgré toute l'oppression, il existait encore des espaces de liberté et de dignité. Quand un métayer disparaissait mystérieusement d'une plantation, échappant aux chiens et aux patrouilles, on murmurait que l'ombre l'avait guidé vers le nord. Quand un surveillant particulièrement cruel tombait malade d'une maladie inexplicable ou se blessait dans un accident étrange, on échangeait des regards entendus sans prononcer un mot. Le premier incident qui mit en branle la chaîne d'événements menant à cette terrible nuit de juillet se produisit au début du mois de mai 1869. Un jeune métayer nommé Samuel Drayton, âgé de 22 ans, fut accusé d'avoir volé un poulet dans le poulailler de la maison principale. L'accusation venait de Thomas Pritchard, l'un des surveillants de la plantation, un homme corpulent au visage rougeau et aux mains épaisses comme des battoirs. Pritchard était connu pour sa cruauté particulière envers les métayers, trouvant un plaisir sadique à inventer des infractions pour justifier des punitions. Samuel Drayton était un garçon mince et timide, né dans l'esclavage sur la plantation voisine de Riverside. Après l'émancipation, il était venu à Greystone chercher du travail, espérant économiser assez d'argent pour acheter un petit lopin de terre et vivre de manière indépendante. Il habitait avec sa jeune épouse, Rebecca, dans l'une des cabanes les plus délabrées du quartier. Rebecca était enceinte de leur premier enfant, et Samuel travaillait avec un acharnement désespéré pour mettre de côté quelques cents, rêvant d'offrir une vie meilleure à sa famille naissante. L'accusation de vol était manifestement fausse. Samuel n'avait jamais été proche du poulailler ce jour-là,
et plusieurs témoins pouvaient attester qu'il était resté au champ du matin au soir. Mais dans le sud de la reconstruction, la parole d'un noir ne valait rien face à celle d'un blanc, même quand ce blanc était un simple surveillant sans éducation ni fortune. Jeremiah Caldwell, informé de l'incident, ordonna que Samuel soit puni de manière exemplaire pour servir d'avertissement aux autres métayers. Le châtiment fut administré le lendemain matin, devant tous les métayers rassemblés de force, pour assister à la scène. On attacha Samuel à un poteau planté dans la cour centrale du quartier des esclaves, ses mains liées au-dessus de sa tête, son torse nu exposé au soleil déjà brûlant. Pritchard lui-même se chargea de la flagellation, utilisant un fouet à lanière de cuir dont l'extrémité était renforcée de petits morceaux de métal. Les coups tombèrent avec une régularité mécanique, chacun arrachant la peau du dos de Samuel et traçant des sillons sanglants dans sa chair. Les métayers forcés de regarder détournaient les yeux, incapables de supporter la vision de cette souffrance gratuite, tandis que Rebecca sanglotait, retenue par 2 femmes qui l'empêchaient de se précipiter vers son mari. Samuel reçut 50 coups. Vers le 30e, il cessa de crier, sa voix brisée ne produisant plus que des gémissements rauques. Vers le 40e, il perdit conscience, son corps pendant mollement contre les liens. Pritchard continua néanmoins, jusqu'au compte prescrit, chaque coup frappant maintenant une chair à vif, transformant le dos du jeune homme en une masse informe de sang et de muscles déchirés. Quand on détacha finalement Samuel, il s'effondra au sol comme un pantin désarticulé. 2 hommes le transportèrent dans sa cabane et l'allongèrent sur le ventre sur un lit de fortune. Rebecca nettoya ses blessures avec l'eau du puits et appliqua des compresses de tissu propre. Mais elle savait que son mari avait besoin de soins qu'elle ne pouvait pas fournir. C'est alors qu'une des femmes âgées du quartier lui suggéra de demander l'aide d'Elijah. Elijah arriva à la tombée de la nuit, portant un petit sac en toile contenant ses remèdes. Il examina Samuel en silence, passant ses longs doigts sur les blessures avec une délicatesse surprenante pour un homme de sa taille. Puis il sortit de son sac différentes herbes qu'il écrasa dans un mortier de pierre, créant une pâte verdâtre à l'odeur forte et pénétrante. Il appliqua cette mixture sur le dos de Samuel, couvrant chaque plaie avec soin. Ensuite, il prépara une décoction qu'il fit boire au jeune homme inconscient, soulevant doucement sa tête et versant le liquide amer entre ses lèvres. Pendant 3 jours, Elijah revint chaque soir pour changer les pansements et administrer ses remèdes. Lentement, miraculeusement, Samuel commença à récupérer. La fièvre qui aurait dû le tuer ne vint jamais. Les plaies, qui auraient dû s'infecter dans la chaleur humide, commencèrent à cicatriser proprement. Au bout d'1 semaine, le jeune homme pouvait se tenir assis. Au bout de 2, il pouvait marcher lentement, bien que son dos reste une carte de cicatrice qui le marquerait pour le reste de sa vie. Ce qui se passa entre Samuel et Elijah durant ces veillées nocturnes, personne ne le sut jamais exactement. Mais quand Samuel fut suffisamment rétabli pour parler, il avait changé. Son regard timide et craintif avait laissé place à quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Il parlait moins, observait plus. Et il passait ses soirées dans la cabane d'Elijah, rentrant tard dans la nuit avec une expression que Rebecca ne parvenait pas à déchiffrer. Le second incident survint 3 semaines plus tard, à la fin du mois de mai. Un homme âgé nommé Josiah Cooper, qui avait été esclave à Greystone depuis l'âge de 15 ans, commis l'erreur de demander à Jeremiah Caldwell un acompte sur son salaire promis. Josiah avait 68 ans, un âge vénérable pour un ancien esclave. Son dos était courbé par des décennies de travail forcé, ses mains déformées par l'arthrite. Il avait survécu à la séparation d'avec sa femme et ses enfants, vendus à différents maîtres dans les années 1850. Après l'émancipation, il était resté à Greystone simplement parce qu'il n'avait nulle part où aller et que son corps usé ne lui permettait plus de voyager. La demande de Josiah était motivée par la maladie de sa petite fille, l'un des rares membres de sa famille qu'il avait pu retrouver après la guerre. L'enfant, âgé de 7 ans, souffrait d'une forte fièvre qui ne passait pas, et il fallait de l'argent pour acheter des médicaments au magasin général de la ville la plus proche.
Josiah s'était donc approché de Caldwell un matin, son chapeau à la main, et avait formulé sa requête avec toute la déférence dont il était capable. La réaction de Caldwell fut explosive. Comment osait-il, cet ancien esclave, réclamer de l'argent alors qu'il vivait déjà aux frais de la plantation? Ne comprenait-il pas que le contrat de métayage stipulait clairement que toute avance serait déduite de la part de récolte, qui elle-même suffirait à peine à couvrir les dettes déjà accumulées pour la nourriture et le logement? Le planteur vociféra pendant plusieurs minutes, déversant un flot d'insultes et d'accusations sur le vieil homme qui se tenait devant lui, les épaules voûtées sous l'humiliation. Mais Josiah commit une erreur fatale. Peut-être parce que la peur pour sa petite fille était plus forte que sa prudence habituelle, peut-être parce que 68 années de soumission forcée avaient finalement brisé quelque chose en lui, il osa répliquer. D'une voix tremblante mais audible, il fit remarquer que le contrat promettait un salaire qui n'avait jamais été versé, que les dettes accumulées ne correspondaient pas aux rations effectivement reçues, et que selon la loi fédérale de la reconstruction, les métayers avaient le droit de demander un audit de leurs comptes. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que tous les cris. Caldwell devint livide, puis écarlate. Ses mains se crispèrent sur le bord de son bureau. Quand il parla finalement, sa voix était basse et glaciale. Josiah Cooper, déclara-t-il, était renvoyé de la plantation avec effet immédiat. Il devait rassembler ses maigres possessions et quitter les lieux avant le coucher du soleil. S'il était encore présent après cette heure, il serait traité comme un intrus et chassé par la force. Josiah tenta de s'excuser, de retirer ses paroles, mais Caldwell lui tourna le dos sans un mot de plus. Le vieil homme sortit de la maison principale en titubant, sachant qu'il venait de se condamner lui-même et sa petite fille. Où irait-il? Comment survivrait-il sans travail, sans logement, sans argent? Et surtout, comment pourrait-il soigner l'enfant malade qui dépendait de lui? La nouvelle de l'expulsion de Josiah se répandit rapidement dans le quartier des métayers. Ce soir-là, quand Elijah apprit ce qui s'était passé, son visage demeura impassible, mais quelque chose dans ses yeux changea. Ceux qui le connaissaient bien, comme Samuel Drayton, reconnurent cette expression. C'était le regard d'un homme qui prenait une décision irréversible. Elijah se rendit à la cabane de Josiah juste avant le coucher du soleil. Le vieil homme était assis sur le seuil. Sa petite fille fiévreuse couchait à l'intérieur, entourée de ses quelques possessions rassemblées dans un baluchon dérisoire. Elijah lui parla à voix basse pendant plusieurs minutes. Personne n'entendit leur conversation, mais quand Elijah repartit, Josiah pleurait silencieusement, hochant la tête avec une expression de gratitude et de soulagement mêlés. Cette nuit-là, Josiah et sa petite fille disparurent de Greystone. Au matin, leur cabane était vide. Le baluchon disparut. Caldwell, furieux, ordonna aux surveillants de les retrouver, convaincu que le vieil homme n'aurait pas pu aller bien loin avec un enfant malade. Les patrouilles ratissèrent les environs pendant 2 jours, vérifiant toutes les plantations voisines, interrogeant tous les Noirs qu'ils croisaient. Mais aucune trace de Josiah et de l'enfant ne fut jamais retrouvée. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air épais du delta. Les métayers de Greystone savaient ce qui s'était passé, même s'ils ne le disaient jamais à voix haute. Elijah les avait aidés à fuir, les guidant probablement à travers les bayous impénétrables vers un lieu sûr, peut-être vers le nord, peut-être simplement vers une autre région où ils pourraient recommencer leur vie loin de Caldwell et de sa cruauté. Cette disparition renforça encore la réputation d'Elijah parmi les métayers, mais elle attira aussi sur lui l'attention dangereuse des Blancs de la plantation. Thomas Pritchard, le surveillant qui avait flagellé Samuel Drayton, commença à observer Elijah avec une suspicion accrue. Il le fit suivre, assigna des hommes pour surveiller sa cabane, essaya de surprendre ses déplacements nocturnes. Mais Elijah semblait toujours au courant de ses tentatives de surveillance et les déjouait avec une facilité déconcertante. Les surveillants revenaient invariablement bredouilles, incapables d'expliquer comment un seul homme pouvait leur échapper aussi systématiquement. Au début du mois de juin, un 3e incident porta l'attention à son comble. Une jeune femme nommée Clara Williams,
âgé de 19 ans, fut agressé par l'un des fils Caldwell, un jeune homme arrogant nommé Marcus, qui avait 23 ans et qui passait ses journées à boire et à harceler les métayers. L'agression eut lieu dans l'un des entrepôts de coton, où Clara était venue chercher de vieux sacs pour réparer le toit de sa cabane. Marcus l'y avait suivi et avait tenté de la forcer. Clara s'était débattue violemment, griffant le visage de son agresseur et parvenant finalement à s'échapper en lui donnant un coup de genou entre les jambes. Mais au lieu d'être punie pour avoir osé résister, Clara commit l'erreur de porter plainte auprès de Caldwell père. Elle se présenta à la maison principale, accompagnée de 2 femmes âgées du quartier comme témoins, et raconta ce qui s'était passé. Jeremiah Caldwell écouta son récit en silence, son visage demeurant parfaitement neutre. Quand elle eut terminé, il lui demanda froidement si elle accusait son fils de mensonge. Clara, tremblante mais déterminée, répondit que non. Elle accusait son fils d'agression. Caldwell la gifla alors violemment, la faisant tomber au sol, et lui ordonna de quitter sa propriété immédiatement, menaçant de la faire fouetter si elle répandait ses calomnies. Cette nuit-là, des hommes masqués vinrent au quartier des métayers. Ils étaient une dizaine, tous vêtus des longues robes blanches et des cagoules pointues du Ku Klux Klan. Ils chevauchaient lentement entre les cabanes, leurs torches enflammées projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. Les métayers, terrifiés, se barricadèrent dans leurs maisons, soufflant leurs lampes et gardant leurs enfants silencieux. Le message était clair. Nous savons où vous vivez et nous pouvons venir vous chercher n'importe quand. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane de Clara. Le meneur, dont la voix était facilement reconnaissable comme celle de Thomas Pritchard, cria qu'il reviendrait dans une semaine, et que d'ici là, la femme qui avait osé insulter la famille Caldwell devrait avoir quitté le comté. Si elle était encore là, elle subirait le châtiment réservé aux menteuses et aux provocatrices. Puis les cavaliers repartirent aussi lentement qu'ils étaient venus, leurs torches disparaissant dans l'obscurité comme des feux follets maléfiques. Le lendemain, Clara était terrifiée. Elle savait ce qu'il advenait des Noirs qui défiant le clan. Des corps retrouvés pendus aux arbres, mutilés, laissés en décomposition comme avertissement. Elle savait aussi qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille dans d'autres comtés, pas d'argent pour voyager, pas de protection. Elle était condamnée. C'est Samuel Drayton qui l'amena à Elijah. Le jeune homme, dont les cicatrices brûlaient encore sur son dos, comprenait la terreur que ressentait Clara. Il la conduisit à la cabane isolée près du bayou et frappa doucement à la porte. Elijah les fit entrer et écouta l'histoire de Clara sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, sanglotant de peur et d'humiliation, il posa une main apaisante sur son épaule et lui dit simplement de ne pas s'inquiéter, qu'elle serait en sécurité. Pendant les jours qui suivirent, une transformation subtile s'opéra dans le quartier des métayers. Des hommes commencèrent à se réunir discrètement le soir dans la cabane d'Elijah. Samuel Drayton en faisait partie, ainsi qu'une douzaine d'autres jeunes hommes qui en avaient assez de vivre dans la terreur constante. Ils entraient par petits groupes, jamais tous ensemble pour ne pas attirer l'attention, et ressortaient des heures plus tard avec des expressions graves et déterminées. Que se disait-il lors de ces réunions nocturnes? Les femmes et les anciens du quartier se doutaient que quelque chose se tramait, mais personne n'osait poser de questions directes. On murmurait qu'Elijah enseignait à ces hommes des choses dangereuses, qu'il leur parlait de résistance, peut-être même de violence. Certains craignaient qu'il ne les mène à leur perte, d'autres espéraient, secrètement, qu'il trouverait un moyen de mettre fin à l'oppression qui les écrasait tous. Le 23 juin 1869 arriva, date butoir que le clan avait fixée pour le départ de Clara Williams. La jeune femme était toujours là, cachée dans la cabane d'Elijah depuis une semaine, invisible aux yeux des surveillants qui patrouillaient le quartier. L'audace de cette désobéissance était extraordinaire et terrifiante à la fois. Tous savaient que le clan tiendrait parole et reviendrait cette nuit-là. Au crépuscule, une atmosphère de mort pesait sur le quartier des métayers. Les familles s'étaient enfermées dans leurs cabanes, barricadant leurs portes fragiles avec ce qu'elles pouvaient trouver.
Les mères serraient leurs enfants contre elles, murmurant des prières. Les hommes, assis dans l'obscurité, tenaient des outils agricoles qui pourraient servir d'armes dérisoires si nécessaire. Tout le monde attendait, sachant que la nuit serait longue et probablement sanglante. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit ce soir-là. Au lieu de rester caché, Elijah sortit de sa cabane et marcha tranquillement vers le centre du quartier. Il était accompagné de Samuel Drayton et des autres hommes qui avaient assisté aux réunions secrètes. Ils étaient une quinzaine, tous vêtus de leurs habits de travail ordinaires, marchant avec une détermination calme qui contrastait étrangement avec la panique environnante. Elijah leva une main, demandant l'attention. Dans l'obscurité grandissante, sa silhouette grande et mince semblait presque irréelle, comme si l'ombre elle-même avait pris forme humaine. Quand il parla, sa voix était basse mais claire, portant dans l'air immobile du soir. Il dit aux métayers de ne pas avoir peur, que cette nuit les choses allaient changer. Il dit que le temps de la soumission était révolu, que le temps de la dignité était venu. Il dit que certains hommes avaient oublié que les Noirs étaient des êtres humains avec des droits, et qu'il était temps de le leur rappeler. Les paroles d'Elijah résonnèrent comme une déclaration de guerre. Plusieurs femmes âgées le supplièrent de ne pas faire de folie, de ne pas mettre en danger toute la communauté pour une seule personne. Mais Elijah secoua doucement la tête. Ce n'était pas seulement pour Clara, expliqua-t-il. C'était pour Samuel et son dos lacéré. C'était pour Josiah et sa petite fille malade. C'était pour tous ceux qui avaient souffert en silence pendant trop longtemps. C'était pour tous les enfants qui grandissaient dans la peur et la honte. Il était temps de dire non. Puis Elijah et ses hommes disparurent dans la nuit, se dirigeant vers le bayou Cypress. Les métayers restés au quartier attendirent, le cœur battant, ne sachant pas ce qui allait se passer. Certains priaient pour qu'Elijah et son groupe soient simplement en train de fuir, emmenant Clara avec eux vers un lieu sûr. D'autres, plus réalistes, savaient que l'ombre n'avait jamais fui de sa vie et qu'il ne commencerait pas maintenant. Vers 10 heures du soir, le bruit caractéristique de plusieurs chevaux au galop se fit entendre, venant de la direction de la maison principale. Le clan arrivait, comme promis. Mais au lieu de se diriger directement vers le quartier des métayers, les cavaliers prirent un chemin détourné, longeant le bord du bayou. C'était inhabituel. Normalement, ils venaient directement terroriser leurs victimes dans leur cabane. Pourquoi ce détour? Ce que les métayers ne savaient pas, c'est qu'Elijah avait laissé des indices subtils conduisant les cavaliers vers un endroit spécifique du bayou, l'ancien embarcadère de Greystone, une structure en bois à demi effondrée qui servait autrefois à charger les balles de coton sur des barges fluviales. L'embarcadère était maintenant abandonné, les planches pourries, envahies par la végétation. Mais c'était un lieu suffisamment isolé et suffisamment grand pour accueillir un groupe d'hommes à cheval. Les cavaliers du clan, au nombre de 13 cette nuit-là, arrivèrent à l'embarcadère guidés par ces indices qu'ils croyaient avoir découverts par eux-mêmes. Thomas Pritchard était leur meneur, facilement reconnaissable à sa corpulence même sous sa robe blanche. À ses côtés chevauchait Marcus Caldwell, plusieurs autres surveillants de Greystone et de plantations voisines, ainsi que quelques hommes de la ville proche qui avaient rejoint le clan pour le frisson de la violence impunie. Ils mirent pied à terre sur l'embarcadère, attachant leurs chevaux aux poteaux branlants. L'endroit était silencieux, enveloppé dans l'obscurité épaisse caractéristique des bayous la nuit. L'eau noire clapotait doucement contre les pilotis, des grenouilles coassaient dans les roseaux, des insectes bourdonnaient autour de leurs torches. Pritchard semblait perplexe. Les indices suggéraient que les métayers rebelles se cachaient ici, mais l'embarcadère paraissait désert. C'est alors qu'une voix s'éleva dans l'obscurité, une voix profonde et calme qu'ils reconnurent tous comme celle d'Elijah. « Vous cherchez quelqu'un, messieurs ?» Les hommes du clan se figèrent, cherchant des yeux la source de cette voix. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois, portée par les échos étranges du bayou. Pritchard leva sa torche, scrutant les ténèbres environnantes. « Montre-toi, nègre !» rugit-il, sa voix trahissant une nervosité qu'il tentait de masquer par l'agressivité.
Elijah émergea alors de l'obscurité, seul, marchant calmement sur les planches grinçantes de l'embarcadère. Il ne portait aucune arme visible, juste ses vêtements de travail ordinaires. Dans la lumière vacillante des torches, son visage était un masque impénétrable. Les hommes du clan se regardèrent, surpris par cette apparition solitaire. Où étaient les autres métayers qu'ils s'attendaient à trouver? « Tu as fait une grosse erreur en te montrant ici tout seul, » dit Marcus Caldwell avec un rire nerveux. « On va te pendre à un arbre et laisser ton corps pourrir comme avertissement pour tous ceux qui croient pouvoir nous défier. » Elijah ne répondit pas immédiatement. Il regarda lentement chacun des 13 hommes masqués, comme s'il gravait leur forme dans sa mémoire. Puis il dit simplement « Vous n'auriez pas dû venir ici ce soir. » Ce qui suivit fut raconté de manière fragmentaire et contradictoire par les rares témoins qui observaient de loin depuis la rive opposée du bayou. Certains métayers, inquiets pour Elijah, l'avaient suivi discrètement, se cachant dans la végétation dense qui bordait l'eau. Ce qu'ils virent cette nuit-là les hanterait pour le reste de leur vie. Les hommes du clan avancèrent vers Elijah, certains sortant des cordes, d'autres des couteaux. L'embarcadère craqua dangereusement sous leur poids combiné, mais ils n'y prêtèrent pas attention, trop concentrés sur leur proie, apparemment impuissante. C'est alors que les planches sous leurs pieds commencèrent à céder, non pas par hasard, mais de manière étrangement systématique. Elijah et ses hommes avaient passé la semaine précédente à saboter soigneusement l'embarcadère, sciant partiellement les supports, affaiblissant les joints, créant un piège invisible qui n'attendait que le poids suffisant pour se refermer. Le premier homme tomba dans l'eau noire avec un cri de surprise, puis un autre, puis plusieurs à la fois, alors que des sections entières de l'embarcadère s'effondraient dans un fracas de bois brisé et d'éclaboussures. Les lourdes robes blanches du clan, conçues pour inspirer la terreur, devinrent soudain des linceuls mortels, s'alourdissant instantanément au contact de l'eau et entraînant leurs porteurs vers le fond. Les hommes se débattaient, criant, essayant de nager vers la rive, mais le bayou Cypress était bien connu pour ses eaux traîtresses. La vase épaisse au fond aspirait comme du sable mouvant. Les racines submergées des cyprès formaient un enchevêtrement mortel dans lequel il était facile de s'en mêler. Et dans l'obscurité totale, désorientés, alourdis par leurs costumes trempés, les hommes du clan n'avaient aucune chance. C'est là qu'Elijah et ses hommes, qui s'étaient tenus cachés dans l'eau peu profonde près de la rive, entrèrent en action. Ils n'avaient pas besoin de tuer activement ces hommes, simplement de s'assurer qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ils se déplaçaient dans l'eau avec l'aisance de ceux qui connaissaient chaque centimètre du bayou, poussant doucement les noyés plus loin vers les zones profondes quand ils tentaient de nager vers la rive, les maintenant sous l'eau quelques secondes de plus quand ils parvenaient presque à reprendre leur souffle. C'était une exécution méthodique et silencieuse, menée non avec rage ou cruauté, mais avec la froide détermination de ceux qui rendent une justice longtemps refusée. Les témoins cachés sur la rive opposée ne pouvaient pas voir clairement ce qui se passait dans l'obscurité de l'eau, mais ils entendaient les cris qui s'affaiblissaient progressivement, les éclaboussures qui se faisaient de plus en plus rares, et finalement le silence oppressant qui retomba sur le bayou. La scène entière dura peut-être 20 minutes. Quand ce fut terminé, Elijah et ses hommes sortirent de l'eau et disparurent dans la nuit comme des fantômes. Les témoins, terrifiés et fascinés à la fois, attendirent longtemps avant d'oser s'approcher. Quand ils le firent finalement, aux premières lueurs de l'aube, ils ne trouvèrent que l'embarcadère détruit, des torches éteintes flottant à la surface de l'eau et un silence de mort. Les corps ne furent découverts que 3 jours plus tard, le 26 juin, par un groupe de pêcheurs qui remontaient le bayou en barque. Ils les virent d'abord flotter près de l'ancien embarcadère, 13 formes blanches ondulant doucement au gré du courant faible. Les pêcheurs, tous des Noirs libres qui vivaient le long du bayou, reconnurent immédiatement les robes du clan. Leur première réaction fut la terreur. Que faisaient ces corps-là? Qui les avait tués? Et surtout, qu'allait-il leur arriver à eux si les Blancs les trouvaient près de ces cadavres? Après un moment de panique,
L'un des pêcheurs plus âgés prit la décision d'aller avertir les autorités. C'était risqué, mais laisser les corps là sans rien dire serait encore plus dangereux si quelqu'un les voyait avec. Ils ramèrent donc vers la ville la plus proche et se présentèrent timidement au bureau du shérif du comté, un homme nommé Silas Thornton. Thornton était un ancien officier confédéré, un homme dans la cinquantaine au regard dur et aux manières brusques. Comme beaucoup d'autorités locales dans le sud de la Reconstruction, il était profondément hostile aux nouvelles lois fédérales et sympathisait ouvertement avec les organisations comme le Klan, bien qu'il ne soit pas officiellement membre. Quand les pêcheurs lui racontèrent leur découverte, son visage devint livide. Il rassembla immédiatement une équipe d'hommes et se rendit au Bayou Cypress. La scène qui les attendait était à la fois macabre et déroutante. Les 13 corps flottaient dans une zone relativement concentrée, comme s'ils étaient morts ensemble. Tous portaient encore leurs robes de clan, désormais translucides et collées à leur peau gonflée par plusieurs jours d'immersion. Leurs cagoules étaient encore en place, créant une image surréaliste de fantômes blancs flottant dans l'eau noire. L'embarcadère effondré expliquait comment ils étaient tombés à l'eau, mais pas pourquoi aucun d'entre eux n'avait réussi à s'échapper. Thornton ordonna de récupérer les corps. C'était une tâche difficile et répugnante. La décomposition avait déjà bien avancé dans la chaleur étouffante du delta. Quand on retira les cagoules pour identifier les victimes, plusieurs hommes présents détournèrent le regard, incapables de supporter la vision des visages boursouflés et décolorés. Mais les identités furent établies. Thomas Pritchard, Marcus Caldwell et 11 autres hommes, tous connus comme membres actifs ou sympathisants du clan local. Ce fut dans la poche de Pritchard que l'on découvrit le morceau de papier détrempé, portant un seul nom écrit en lettres soignées, Elijah. L'encre avait coulé, rendant l'écriture presque illisible, mais le nom était encore reconnaissable. Cette découverte transforma immédiatement ce qui aurait pu être considéré comme un accident tragique en une affaire de meurtre présumé. Jeremiah Caldwell, qui avait perdu son fils unique dans cette tragédie, exigea une enquête immédiate et l'arrestation d'Elijah. Il se rendit personnellement à Greystone, accompagné du shérif Thornton et d'une douzaine d'hommes armés. Mais quand ils arrivèrent à la cabane isolée près du bayou, ils la trouvèrent vide. Elijah avait disparu. Ses quelques possessions étaient encore là, une couverture sur le lit, quelques outils accrochés au mur, un pot de terre cuite contenant des herbes séchées. Mais de l'homme lui-même, aucune trace. Les autorités fouillèrent ensuite le quartier des métayers, interrogeant tout le monde. Où était Elijah? Quand l'avait-il vu pour la dernière fois? Savait-il quelque chose sur la mort des 13 hommes? Les métayers, terrorisés, répondirent de manière évasive. Certains dirent qu'ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs jours. D'autres affirmèrent qu'il était parti vers le nord, probablement pour échapper aux persécutions. Personne n'admit savoir quoi que ce soit sur les événements de la nuit du 23 juin. Samuel Drayton fut particulièrement interrogé, car plusieurs témoins avaient rapporté l'avoir vu proche d'Elijah ces dernières semaines. Le jeune homme, malgré sa peur évidente, maintint son histoire. Il avait été reconnaissant envers Elijah pour avoir soigné ses blessures, mais il ne savait rien de ses projets ou de ses déplacements. Les cicatrices encore visibles sur son dos témoignaient de ce qu'il pouvait lui arriver s'il défiait les Blancs, et les autorités finirent par le laisser tranquille, convaincus qu'il était trop effrayé pour mentir. Clara Williams, dont la persécution avait déclenché la chaîne d'événements, était elle aussi introuvable. Sa cabane était vide, ses affaires disparues. Certains métayers dirent qu'elle était partie la veille au soir, sans dire où elle allait. D'autres suggérèrent qu'Elijah l'avait aidé à fuir avant de disparaître lui-même. Les autorités lancèrent des recherches, mais dans le chaos et l'immensité du delta du Mississippi, retrouver 2 personnes déterminées à rester cachées était pratiquement impossible. L'enquête officielle fut confiée à un magistrat nommé Harold Pemberton, un homme plus neutre que la plupart des autorités locales.
Pemberton avait servi comme officier de justice dans le Nord avant la guerre et avait été assigné dans le Mississippi dans le cadre des efforts de reconstruction. Il était détesté par la plupart des Blancs locaux qui le considéraient comme un collaborateur du gouvernement fédéral. Mais il était respecté par les Noirs pour son honnêteté relative. Pemberton examina la scène du drame avec attention. L'effondrement de l'embarcadère pouvait expliquer la chute dans l'eau, mais plusieurs éléments le troublaient. D'abord, pourquoi 13 hommes expérimentés, dont plusieurs étaient de bons nageurs, avaient-ils tous échoué à regagner la rive? Le bayou à cet endroit n'était pas particulièrement profond ou dangereux. Certes, les robes du clan avaient pu les alourdir, mais au moins quelques-uns auraient dû pouvoir se débarrasser de leurs costumes et nager jusqu'à la rive, qui n'était qu'à une vingtaine de mètres. Deuxièmement, l'embarcadère montrait des signes évidents de sabotage. Les planches n'avaient pas simplement pourri naturellement, elles avaient été sciées partiellement, juste assez pour céder sous un poids important, mais pas assez pour être visiblement endommagées. C'était un travail minutieux qui avait nécessité du temps et de la connaissance en construction. Quelqu'un avait planifié ce piège avec soin. Troisièmement, le papier trouvé dans la poche de Pritchard. Comment était-il arrivé là? Était-ce une sorte d'invitation, un défi lancé par Elijah? Ou quelqu'un l'avait-il placé là après coup pour incriminer le métayer disparu? L'écriture était soignée et éduquée, ce qui correspondait aux rumeurs selon lesquelles Elijah savait lire et écrire. Mais cela pouvait aussi être une contrefaçon. Pemberton interrogea longuement les métayers de Greystone. Il utilisa une approche différente de celle du shérif Thornton, parlant aux gens individuellement, les assurant qu'il cherchait seulement la vérité et que personne ne serait puni pour avoir témoigné honnêtement. Lentement, par fragments, une image plus complète commença à émerger. Une vieille femme nommée Dina lui raconta comment Elijah avait sauvé plusieurs personnes au fil des années, comment il connaissait le bayou mieux que quiconque, comment il semblait capable de prédire les intentions des Blancs avant même qu'ils ne les mettent à exécution. Un jeune homme admit avoir vu Elijah et d'autres métayers se réunir secrètement dans les semaines précédant la tragédie, mais jura ne pas savoir de quoi il parlait. Une femme révéla que la nuit du 23 juin, elle avait entendu des bruits étranges venant du bayou, des éclaboussures, des cris étouffés, mais qu'elle avait eu trop peur pour aller voir. Le témoignage le plus troublant vint d'un garçon d'une douzaine d'années nommé Isaiah, qui vivait avec sa famille dans une cabane proche de celle d'Elijah. Isaiah admit timidement qu'il avait suivi le groupe d'hommes jusqu'au bayou cette nuit-là, poussé par la curiosité et l'admiration qu'il portait à Elijah. Il s'était caché dans les roseaux sur la rive opposée et avait assisté à toute la scène. Selon Isaiah, Elijah et environ 15 autres hommes s'étaient cachés dans l'eau peu profonde, près de la rive, avant l'arrivée des cavaliers du clan. Quand l'embarcadère s'était effondré et que les hommes étaient tombés à l'eau, les métayers étaient intervenus, mais pas pour aider. Ils avaient empêché les noyés de nager vers la rive, les repoussant vers les zones plus profondes, les maintenant sous l'eau. C'était un meurtre, pas un accident. Un meurtre collectif et prémédité. Pemberton écouta ce témoignage avec une expression grave. Du point de vue légal, c'était suffisant pour établir un cas de meurtre avec préméditation contre Elijah et ses complices. Mais du point de vue moral et pratique, la situation était infiniment plus complexe. Ces hommes avaient agi en légitime défense, d'une certaine manière. Le clan était venu pour tuer, et les métayers avaient simplement frappé les premiers. Dans le climat chaotique de la reconstruction, où la loi fédérale et les coutumes locales s'affrontaient constamment, où allait la justice? La découverte du témoignage d'Isaiah créa une onde de choc dans le comté de Tallahatchie. Les Blancs exigèrent une action immédiate contre tous les métayers impliqués. Des réunions publiques furent organisées dans les plantations et dans la ville, où des orateurs enflammés appelèrent à la vengeance. Certains suggérèrent de brûler entièrement le quartier des métayers de Greystone. D'autres proposèrent des lynchages publics pour rétablir l'ordre. L'atmosphère était explosive, à deux doigts de la violence de masse.
Jeremiah Caldwell, fou de douleur et de rage après la mort de son fils, devint le fer de lance de ce mouvement vengeur. Il offrit une récompense de $1000, une somme énorme pour l'époque, pour toute information menant à la capture d'Elijah. Des affiches furent placardées dans tout le comté et les comtés voisins, décrivant Elijah comme un meurtrier dangereux et appelant tous les citoyens à participer à sa capture. Mais Elijah demeurait introuvable. Les recherches se poursuivirent pendant des semaines, s'étendant bien au-delà du comté de Tallahatchie. Des chasseurs de primes professionnels furent engagés. Des chiens de piste furent utilisés pour tenter de retrouver sa trace dans les bayous. Mais chaque fois, les recherches aboutissaient à une impasse. Les chiens perdaient sa piste dans l'eau. Les chasseurs de primes revenaient avec des histoires contradictoires de silhouettes entrevues qui s'évanouissaient dans les marécages. Certains commençaient à murmurer qu'Elijah était protégé par des forces surnaturelles, bien que les plus rationnels sachent simplement qu'il connaissait le terrain mieux que quiconque. Ce qui terrifiait encore plus les Blancs, c'était la réaction des Noirs de la région. Au lieu de la terreur et de la soumission attendue après un tel incident, on observait quelque chose de nouveau et d'inquiétant. Une forme de résistance silencieuse, mais palpable. Les métayers travaillaient plus lentement, oubliaient d'effectuer certaines tâches, se montraient moins déférents envers leurs employeurs. Des incidents mystérieux commencèrent à se produire dans les plantations. Des outils qui disparaissaient, des récoltes qui s'abîmaient inexplicablement, des feux qui démarraient spontanément dans des granges. Rien ne pouvait être directement lié aux métayers, mais le message était clair. L'ordre ancien était en train de se fissurer. L'histoire d'Elijah l'ombre, l'homme qui avait défié le clan et survécu, se répandait comme une traînée de poudre dans toutes les communautés noires du Delta. Elle était racontée à voix basse dans les cabanes, chantée de manière codée dans les champs de travail, transmise comme une légende naissante qui donnait de l'espoir aux opprimés. Samuel Drayton, qui avait participé aux événements de cette nuit fatidique, vivait dans une terreur constante d'être découvert. Le témoignage d'Isaiah n'avait pas mentionné de nom spécifique parmi les hommes qui avaient aidé Elijah, mais Samuel savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne parle. Il envisagea de fuir, mais sa femme Rebecca était désormais enceinte de 8 mois et ne pouvait pas voyager. Il était piégé, attendant chaque jour que les autorités viennent le chercher. Mais étrangement, les arrestations ne vinrent pas. Le magistrat Pemberton semblait réticent à agir. Il avait soumis son rapport aux autorités fédérales à Washington, expliquant les circonstances complexes de l'affaire et demandant des instructions sur la manière de procéder. La réponse tardait à venir, et pendant ce temps, l'enquête restait dans une sorte de limbe juridique. Cette inaction frustrait profondément Caldwell et les autres planteurs. Ils accusèrent Pemberton d'être un sympathisant des Noirs, un traître à sa race. Des menaces voilées furent proférées contre lui. Pemberton, sentant le danger, demanda une protection fédérale, mais les troupes de l'Union stationnées dans le Mississippi étaient déjà débordées par les troubles dans d'autres régions. Il était essentiellement seul, essayant de maintenir un semblant de justice dans un environnement de plus en plus hostile. C'est alors que survint un événement qui modifia encore la dynamique de la situation. À la mi-juillet, un homme se présenta au bureau de Pemberton, affirmant avoir des informations cruciales sur Elijah. L'homme était un métayer d'une plantation voisine nommé Jacob Simmons, un individu au regard fuyant et aux manières nerveuses. Il dit au magistrat qu'il savait où Elijah se cachait et qu'il était prêt à révéler cette information en échange de la récompense offerte par Caldwell et d'une garantie de protection. Pemberton était sceptique. Pourquoi cet homme trahirait-il l'un des siens? Jacob expliqua qu'il avait une famille à nourrir, que la récompense lui permettrait d'acheter sa propre terre et de quitter le système de métaillage. Il ajouta aussi, avec une amertume palpable, qu'Elijah avait causé plus de mal que de bien en tuant ces hommes blancs, que maintenant tous les Noirs de la région en payaient le prix avec des persécutions accrues.
Le magistrat accepta de rencontrer Jacob en privé pour entendre ce qu'il avait à dire. Selon le métayer, Elijah ne s'était pas enfui loin. Il se cachait dans les profondeurs du bayou Cypress, dans une zone quasi inaccessible connue seulement de quelques personnes. Jacob dessina même une carte approximative montrant comment atteindre cet endroit. Il proposa de guider personnellement une équipe d'hommes jusqu'à la cachette d'Elijah. Pemberton était déchiré. D'un côté, son devoir était de faire respecter la loi et d'arrêter un homme accusé de meurtre. D'un autre côté, il comprenait que traduire Elijah en justice signifierait probablement le condamner à mort, et il n'était pas convaincu que ce serait une véritable justice. L'enquête avait révélé l'ampleur des abus que les métayers subissaient, les violences constantes du clan, l'absence totale de protection légale pour les Noirs. Dans ce contexte, les actions d'Elijah ne pouvaient-elles pas être considérées comme de la légitime défense? Mais Pemberton savait aussi que s'il ne faisait rien, la violence allait exploser. Les planteurs blancs étaient de plus en plus impatients, et certains parlaient ouvertement de prendre les choses en main si les autorités continuaient à ne rien faire. Un massacre pourrait s'ensuivre, bien pire que la mort de 13 membres du clan. Le magistrat prit finalement une décision. Il organiserait une expédition pour tenter d'arrêter Elijah, mais il insisterait pour que l'homme soit pris vivant et traduit en justice selon les règles de droit. Pas de lynchage, pas de violence extrajudiciaire. C'était un pari risqué, mais c'était la seule voie qu'il voyait entre le chaos total et la justice, aussi imparfaite soit-elle. L'expédition fut préparée pour le 20 juillet. Elle serait composée du shérif Thornton, de 6 adjoints, du magistrat Pemberton lui-même et de Jacob Simmons comme guide. Ils partiraient à l'aube et tenteraient d'atteindre la cachette d'Elijah avant midi. Caldwell exigea de faire partie de l'expédition, mais Pemberton refusa fermement, sachant que le planteur chercherait à tuer Elijah sur place plutôt que de l'arrêter. La nouvelle de l'expédition imminente se répandit rapidement, malgré les tentatives de Pemberton de la garder secrète. La veille au soir, une atmosphère de tension extrême régnait dans le quartier des métayers de Greystone. Personne ne savait avec certitude comment les métayers avaient été informés, mais ils l'étaient. Samuel Drayton passa la nuit éveillé, regardant par la fenêtre de sa cabane, se demandant si Elijah serait capturé, et si oui, si lui-même serait le suivant. Mais quelque chose d'étrange se produisit cette nuit-là. Vers minuit, alors que Samuel était sur le point de sombrer dans un sommeil agité, il entendit un léger grattement à sa porte. Il se leva, le cœur battant, et ouvrit prudemment. Dans l'obscurité se tenait une silhouette grande et mince qu'il reconnut immédiatement, Elijah. Samuel eut un mouvement de recul, à la fois terrifié et soulagé. Elijah entra silencieusement dans la cabane, refermant la porte derrière lui. Dans la faible lumière de la lampe à huile que Samuel ralluma, le métayer légendaire paraissait plus maigre qu'avant, ses vêtements tachés de boue et déchirés par les ronces du bayou. Mais ses yeux avaient la même intensité tranquille que toujours. Elijah parla à voix basse, expliquant qu'il savait pour l'expédition prévue le lendemain et qu'il connaissait l'identité du traître. Jacob Simmons serait puni pour sa trahison, mais pas de la manière que les Blancs espéraient. Elijah avait un plan, et il avait besoin que Samuel transmette un message aux autres hommes qui avaient participé aux événements du bayou. Le message était simple, rester calme, continuer à travailler normalement et faire confiance à l'ombre. Tout serait bientôt terminé. Avant de repartir aussi silencieusement qu'il était venu, Elijah posa une main sur l'épaule de Samuel et dit quelque chose que le jeune homme n'oublierait jamais. La liberté ne nous sera jamais donnée. Nous devons la prendre, même si le prix est élevé. Ce que nous avons fait cette nuit au bayou, nous l'avons fait pour tous ceux qui viendront après nous. N'aie pas honte, Samuel. Aie la tête haute. Puis Elijah disparut dans la nuit, laissant Samuel bouleversé et inspiré à la fois. L'aube du 20 juillet se leva brumeuse et oppressante. L'expédition se rassembla devant le bureau du shérif comme prévu. Les hommes étaient lourdement armés, portant des fusils et des revolvers,
visiblement nerveux à l'idée de s'aventurer dans les profondeurs du bayou. Jacob Simmons était là aussi, évitant les regards des autres métayers qui le croisaient, conscient de la honte que représentait sa trahison. Ils partirent à pied, ne pouvant pas amener de chevaux dans le terrain marécageux. Jacob guidait le groupe, suivant des chemins à peine visibles à travers la végétation dense. La progression était lente et pénible. L'eau montait parfois jusqu'aux genoux. La boue aspirait les bottes à chaque pas. Les moustiques attaquaient en nuées féroces. L'atmosphère du bayou était étouffante. L'air épais et chaud, comme dans un four humide. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent dans une zone particulièrement isolée du bayou, où les cyprès formaient une canopée si dense que la lumière du jour peinait à percer. Jacob s'arrêta et pointa du doigt une petite élévation de terre ferme au milieu de l'eau, à environ 50 mètres de leur position. Il dit que c'était là qu'Elijah se cachait, dans une cabane rudimentaire construite des années auparavant par des chasseurs et maintenant abandonnée. Le shérif Thornton organisa rapidement son approche. Les hommes se déployèrent en arc de cercle, prenant position derrière les arbres avec leurs fusils pointés vers la cabane. Le magistrat Pemberton appela alors d'une voix forte, ordonnant à Elijah de se rendre pacifiquement, lui promettant un procès équitable selon la loi. Le silence qui suivit fut oppressant. Seuls les bruits naturels du bayou répondaient, le clapotis de l'eau, le croassement des grenouilles, le bourdonnement des insectes. Pemberton répéta son appel, mais toujours aucune réponse ne vint de la cabane. Thornton, perdant patience, ordonna à 2 de ses adjoints d'avancer vers la structure pour vérifier si quelqu'un s'y trouvait. Les 2 hommes progressèrent prudemment dans l'eau peu profonde, leurs armes pointées devant eux. Ils atteignirent la petite île et approchèrent de la cabane, leurs pas craquant sur le sol spongieux. L'un d'eux donna un coup de pied dans la porte branlante qui s'ouvrit en grinçant. La cabane était vide, complètement vide. Aucun signe d'occupation récente, aucune trace de vie humaine. Juste 4 murs de bois pourri, un toit percé laissant voir le ciel, et de la végétation envahissant l'intérieur. Jacob Simmons avait menti, ou Elijah avait été prévenu et avait déménagé ailleurs. Thornton se tourna vers Jacob avec une fureur à peine contenue. Le métayer traître reculait déjà, ses mains levées en signe de défense, bégayant qu'Elijah était là la dernière fois qu'il avait vérifié, qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais personne ne le croyait. Plusieurs adjoints avancèrent vers lui, le saisissant brutalement par les bras. C'est à ce moment que tout bascula. Un coup de feu retentit, venant d'une direction impossible à localiser dans l'acoustique trompeuse du bayou. L'un des adjoints s'effondra avec un cri, touché à la jambe. Puis un autre coup, puis un autre, en succession rapide. Les hommes de l'expédition se jetèrent derrière les arbres, cherchant désespérément à identifier la source des tirs. Mais les tireurs étaient invisibles, cachés dans la végétation dense et dans l'eau elle-même, utilisant des roseaux creux pour respirer sous la surface. C'étaient Elijah et ses hommes, une quinzaine de métayers armés de vieux fusils et pistolets récupérés ou volés au fil des années. Ils ne cherchaient pas à tuer, tirant principalement pour effrayer et désorganiser. Mais leur message était clair. Le bayou était leur territoire, et les Blancs n'y étaient pas les bienvenus. Le magistrat Pemberton cria d'arrêter le feu, que cela ne servait à rien, qu'il pouvait négocier. Mais sa voix fut couverte par les cris de panique des adjoints et le bruit des coups de feu échangés de manière chaotique. Dans la confusion, Jacob Simmons tenta de s'échapper, courant aveuglément dans le bayou. Il ne fit pas 10 mètres avant de trébucher et de tomber dans l'eau. Quand il tenta de se relever, quelque chose sous la surface le tira violemment vers le bas. Il disparut dans l'eau noire avec un cri étranglé. Les adjoints qui virent la scène furent pétrifiés d'horreur. Certains parlèrent plus tard d'une main noire, émergeant de l'eau pour saisir la cheville de Jacob, mais dans la panique et la brume, il était impossible de savoir ce qui s'était réellement passé. Ce qui était certain, c'est que Jacob ne remonta jamais à la surface. L'échange de tirs dura peut-être 10 minutes, bien que pour ceux qui le vécurent,
Cela sembla durer des heures. Finalement, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les coups de feu cessèrent. Un silence assourdissant retomba sur le bayou. Les hommes de l'expédition, terrifiés et démoralisés, attendirent longtemps avant d'oser bouger. Quand ils le firent finalement, ils constatèrent qu'en plus de l'adjoint blessé à la jambe, 2 autres hommes avaient été touchés par des balles, heureusement sans gravité. Mais Jacob Simmons avait disparu, et la volonté de poursuivre Elijah avec elle. Le shérif Thornton ordonna la retraite. Ils évacuèrent les blessés et retournèrent vers la civilisation aussi rapidement que le terrain difficile le permettait. Derrière eux, le bayou reprit son calme habituel comme si rien ne s'était passé. Mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. Un groupe d'anciens esclaves avait défié ouvertement les autorités blanches et avait gagné. La nouvelle de l'embuscade se répandit comme une traînée de poudre. Les réactions furent explosives. Des planteurs appelèrent à une action militaire contre les métayers rebelles. Certains suggérèrent de brûler tous les quartiers d'esclaves du comté pour en finir une fois pour toutes. D'autres proposèrent de contacter les autorités fédérales et de demander l'intervention de l'armée. Mais Caldwell, bizarrement, devint soudain silencieux. Le planteur qui avait été le plus véhément dans ses appels à la vengeance se retira dans sa plantation et cessa d'apparaître en public. Certains dirent qu'il était brisé par la mort de son fils et la réalisation que l'ordre ancien sur lequel il avait construit sa vie était en train de s'effondrer. D'autres murmurèrent des rumeurs plus sinistres. Caldwell avait reçu un message d'Elijah, une menace voilée expliquant ce qui lui arriverait s'il continuait à chercher la vengeance. Quoi qu'il en soit, sans le soutien actif de Caldwell, le mouvement pour une action punitive contre les métayers perdit de son élan. Le magistrat Pemberton, secoué par les événements mais toujours déterminé à éviter un bain de sang, écrivit un long rapport aux autorités fédérales, plaidant pour une solution pacifique et soulignant les abus systémiques qui avaient conduit à cette situation. Il recommanda que des troupes fédérales soient déployées non pas pour punir les métayers, mais pour protéger leurs droits et restaurer un semblant d'ordre légal. Pendant ce temps, Elijah demeurait invisible. On disait qu'il continuait à vivre dans les profondeurs du bayou, se déplaçant constamment, aidé par un réseau de métayers sympathiques qui lui fournissaient nourriture et informations. Des histoires commencèrent à circuler sur ses apparitions dans d'autres plantations, comment il aidait des familles à s'échapper, comment il punissait les surveillants particulièrement cruels avec une précision chirurgicale qui ne laissait jamais de preuves directes. L'automne 1869 arriva, apportant avec lui un changement subtil mais palpable dans le delta du Mississippi. Les événements du Bayou Cypress et leur suite avaient créé une fissure dans le système d'oppression qui semblait si immuable quelques mois auparavant. Les planteurs étaient devenus plus prudents, conscients que la violence gratuite pouvait désormais provoquer une réponse violente. Le clan, bien qu'il continuât à exister, devint plus discret dans ses opérations dans le comté de Tallahatchie. Le magistrat Pemberton finit par recevoir une réponse de Washington. Les autorités fédérales, submergées par les troubles dans tout le Sud, ne pouvaient pas envoyer de troupes supplémentaires dans le Mississippi. Cependant, elles ordonnèrent que les enquêtes sur les abus contre les Noirs soient intensifiées et que les contrats de métaillage soient audités pour prévenir l'exploitation. C'était peu, mais c'était quelque chose. Pemberton transmit ses instructions aux planteurs locaux lors d'une réunion tendue. Il les informa également que l'enquête sur les morts du Bayou Cypress resterait ouverte, mais que faute de preuves directes et de témoins fiables, aucune arrestation ne serait effectuée dans l'immédiat. Cette décision fut accueillie avec colère par certains, mais avec soulagement secret par d'autres qui préféraient laisser l'affaire mourir plutôt que de raviver les tensions. Jeremiah Caldwell quitta le Mississippi en octobre 1869. Il vendit la plantation Greystone à un consortium d'investisseurs du Nord et partit vers l'Ouest, cherchant peut-être un nouveau départ, loin des fantômes de son passé. La plantation changea de main plusieurs fois au cours des décennies suivantes, mais elle ne retrouva jamais sa prospérité d'avant-guerre. Samuel Drayton et sa femme Rebecca eurent leur enfant en août. Un garçon qu'ils nommèrent Elijah
en l'honneur de l'homme qui leur avait donné l'espoir. Le jeune couple quitta éventuellement Greystone et acheta un petit lopin de terre dans un comté voisin, vivant modestement, mais librement. Samuel porta les cicatrices de sa flagellation jusqu'à sa mort naturelle en 1912, et il raconta l'histoire de cette terrible nuit du bayou à ses enfants et petits-enfants, insistant toujours sur le fait que c'était un récit véridique, pas une légende. Clara Williams ne fut jamais retrouvée. Certains dirent qu'elle avait atteint le Nord et commencé une nouvelle vie sous un autre nom. D'autres affirmèrent l'avoir vue des années plus tard à la Nouvelle-Orléans, travaillant comme couturière sous une identité différente. Personne ne sut jamais avec certitude, et elle disparut finalement des mémoires, comme tant d'autres victimes anonymes de cette époque troublée. Quant à Elijah lui-même, son sort resta l'un des mystères les plus persistants de l'histoire du comté de Tallahatchie. Les autorités abandonnèrent officiellement leurs recherches en 1870, classant l'affaire comme non résolue. Mais les histoires sur l'ombre continuèrent à circuler pendant des décennies. Des métayers de diverses plantations rapportèrent des apparitions occasionnelles d'un homme grand et mince qui les aidait dans leurs moments de désespoir, qui soignait leurs malades avec des remèdes des marécages, qui les guidait vers la liberté à travers les bayous. Ces récits étaient impossibles à vérifier, mais ils se répétaient avec une constance troublante. Même dans les années 1880 et 90, longtemps après que la plupart des hommes de son âge auraient été morts, on parlait encore de l'ombre comme d'une présence active dans le delta. En 1902, un journaliste du Nord nommé William Ashworth visita le comté de Tallahatchie dans le cadre d'une série d'articles sur l'héritage de l'esclavage dans le Sud. Il entendit parler de l'histoire d'Elijah et tenta de retrouver des documents officiels sur les événements de 1869. Ce qu'il découvrit le déconcerta profondément. Les archives du comté concernant cette période étaient remarquablement incomplètes. Le rapport du magistrat Pemberton avait disparu. Les dossiers du shérif Thornton étaient fragmentaires et contradictoires. Les registres de plantations qui auraient dû mentionner Elijah comme esclave ou métayer étaient soit manquants, soit si mal tenus qu'ils étaient inutilisables. C'était comme si quelqu'un avait systématiquement effacé toutes les traces officielles de l'existence d'Elijah. Ashworth interrogea des descendants des personnes impliquées dans l'histoire. Il parla avec le fils maintenant âgé de Samuel Drayton, qui confirma que son père lui avait raconté l'histoire, mais avait toujours refusé de nommer les autres hommes impliqués, emportant ses secrets dans sa tombe. Il rencontra une vieille femme qui affirmait avoir été jeune fille lors des événements et qui se souvenait vaguement d'un homme appelé l'Ombre, mais ses souvenirs étaient flous et possiblement embellis par des décennies de récits oraux. Le journaliste visita également le bayou Cypress, où les restes de l'ancien embarcadère étaient encore visibles, pourris et envahis par la végétation. L'endroit avait une atmosphère sinistre qui donna la chair de poule à Ashworth, bien qu'il attribuât cette sensation à la suggestibilité et aux histoires qu'il avait entendues. Il tenta de localiser l'endroit exact où les 13 corps avaient été retrouvés, mais les repères géographiques avaient changé en 33 ans, rendant la tâche impossible. Dans son article final, publié dans un journal de Boston en 1903, Ashworth conclut que l'histoire d'Elijah l'Ombre était probablement basée sur des événements réels, mais fortement embellis par la tradition orale. Il suggéra que plusieurs incidents différents avaient été fusionnés dans une seule narration, créant une sorte de mythe fondateur pour les communautés noires du Delta. Quant à la disparition mystérieuse d'Elijah lui-même, le journaliste proposa plusieurs explications rationnelles. Il avait pu mourir dans le bayou et son corps n'avait jamais été retrouvé. Il avait pu fuir vers le nord sous une nouvelle identité, où il avait pu être secrètement tué par des vengeurs blancs qui avaient caché leurs crimes. Mais les Noirs du Delta savaient mieux. Pour eux, Elijah l'Ombre n'était pas un mythe ou une légende embellie. C'était un homme réel qui avait fait des choses extraordinaires dans des circonstances impossibles.
C'était quelqu'un qui avait refusé d'accepter l'injustice et qui avait risqué tout ce qu'il avait pour protéger les siens. C'était un symbole de résistance dans une époque où la résistance semblait futile et suicidaire. L'histoire était transmise de génération en génération, chaque récit ajoutant peut-être de petits détails, mais préservant l'essence centrale. 13 hommes du clan étaient venus pour terroriser et tuer, et ils avaient trouvé la mort dans les eaux noires du bayou. Un homme, ou peut-être plusieurs hommes guidés par un seul, avaient infligé cette justice quand aucune autre forme de justice n'existait pour eux. Avec le passage du temps, certains éléments de l'histoire devinrent plus flous, d'autres plus dramatiques. Mais le noyau dur des faits resta constant. L'embuscade au bayou, les 13 noyés, la disparition d'Elijah, l'échec des autorités à le capturer. Ces éléments étaient trop spécifiques, trop détaillés et trop cohérents à travers différentes sources pour être pure invention. Dans les années 1920 et 30, pendant la grande migration qui vit des millions de Noirs du Sud se déplacer vers le Nord, l'histoire d'Elijah Lombre voyagea avec eux. Elle fut racontée dans les usines de Détroit, dans les logements bondés de Chicago, dans les églises de Harlem. Elle devint une partie du patrimoine culturel noir américain, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la résistance était possible. Le bayou Cypress existe toujours aujourd'hui, ses eaux sombres coulant lentement à travers le delta du Mississippi, comme elles l'ont fait pendant des millénaires. L'ancien embarcadère a depuis longtemps complètement disparu, retourné à la nature. Mais les gens locaux, surtout les descendants des anciennes familles noires, connaissent encore l'endroit et évitent généralement de s'y aventurer après la tombée de la nuit. Pas par peur de fantômes ou de forces surnaturelles, mais par respect pour ce qui s'est passé là. Pour les hommes qui ont osé se défendre quand le monde entier était contre eux. Des historiens modernes ont tenté à plusieurs reprises de vérifier l'histoire d'Elijah Lombre avec une précision académique. Comme William Ashworth avant eux, ils ont trouvé un mélange frustrant de traces documentaires fragmentaires et de traditions orales, riches mais impossibles à confirmer définitivement. Les archives de l'époque de la reconstruction dans le Sud sont notoirement incomplètes, souvent délibérément détruites ou perdues. Les témoignages oraux, bien que puissants et cohérents dans leurs grandes lignes, ne peuvent pas être considérés comme des preuves historiques selon les standards académiques modernes. Pourtant, l'absence de preuves définitives ne signifie pas nécessairement l'absence de vérité. L'histoire du Sud post-guerre de sécession est remplie d'événements qui se sont produits dans les marges, hors de vue des autorités officielles, non documentés, parce que ceux qui les ont vécus n'avaient pas accès aux outils de l'histoire écrite. Combien d'actes de résistance, combien de petites victoires contre l'oppression, combien de héros anonymes ont été perdus simplement parce que personne ne les a consignés dans les archives. L'histoire d'Elijah Lombre pose une question troublante et fascinante. Est-il possible qu'un groupe d'anciens esclaves ait réellement tendu un piège mortel à une bande du Ku Klux Klan et s'en soit tiré? La réponse, basée sur ce que nous savons des capacités humaines, de la géographie du delta du Mississippi et des conditions sociales de l'époque, est un oui prudent, mais plausible. Les bayous de cette région sont notoirement dangereux et impénétrables pour ceux qui ne les connaissent pas intimement. Un homme qui aurait passé sa vie à travailler dans et autour de ces marécages aurait pu développer une connaissance du terrain qui lui donnerait un avantage écrasant sur des adversaires moins familiers. Le sabotage d'une structure comme un embarcadère aurait été techniquement faisable avec des outils simples et du temps. Une embuscade coordonnée dans l'eau, où les assaillants connaissent chaque banc de vase et chaque racine submergée, aurait pu être dévastatrice contre des victimes désavantagées par leurs lourds costumes et leur désorientation. Quant à l'évasion et la survie ultérieure d'Elijah, cela aussi entre dans le domaine du possible. Le sud de la reconstruction était chaotique. Les systèmes de surveillance et de contrôle étaient désorganisés. Un homme déterminé et intelligent, bénéficiant du soutien d'une communauté qui le protégeait, aurait pu survivre pendant des années en restant caché ou en se déplaçant constamment.
Il y a des exemples documentés de personnes qui ont vécu ainsi, bien que les détails de leur vie soient généralement perdus pour l'histoire. Alors, l'histoire d'Elijah l'ombre est-elle vraie? La réponse honnête est « Nous ne le saurons probablement jamais avec une certitude absolue, mais elle pourrait l'être. » Tous les éléments sont plausibles, la chronologie est cohérente, les motivations sont compréhensibles. C'est une histoire qui aurait pu se produire exactement comme elle est racontée. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le pouvoir de cette histoire ne réside pas dans sa vérifiabilité historique, mais dans ce qu'elle représente. Un refus de l'oppression, un acte de courage désespéré, une victoire improbable contre des forces écrasantes. C'est une histoire qui dit que même quand le système entier est conçu pour vous écraser, il reste possible de se tenir debout, de se défendre et parfois même de gagner. Pour les descendants des métayers qui ont vécu ces événements, qu'ils soient strictement factuels ou partiellement légendaires, l'histoire d'Elijah l'ombre reste une source de fierté et d'inspiration. Elle leur rappelle que leurs ancêtres n'étaient pas seulement des victimes passives, mais des personnes avec leur propre agence, capables de prendre des décisions difficiles et de payer le prix de ces décisions. Voilà l'histoire d'Elijah l'ombre, l'esclave qui aurait noyé 13 membres du Ku Klux Klan dans les eaux sombres du bayou Cypress. Croyez-vous que tout cela soit vraiment arrivé? Ou pensez-vous que c'est une légende née de la douleur et de l'espoir d'un peuple opprimé? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a touché ou troublé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui s'intéressent aux mystères les plus sombres de l'histoire. Parce que parfois, les histoires les plus terrifiantes sont celles qui auraient pu être vraies. Fin.